Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Nous sommes à Abu Dhabi où se tient ce week-end la World Policy Conference. Notre invité est Thierry de Montbrial, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, fondateur et président de l'Institut français des relations internationales, également fondateur et président de la World Policy Conference. Thierry de Montbrial, bonjour. Bonjour. De gouvernance globale, il est beaucoup question ici à Abu Dhabi et peut-être n'a-t-on jamais autant parlé de gouvernance que depuis qu'elle fait cruellement défaut à un moment où l'humanité en a pourtant le plus besoin. Cette fin d'année 2024 est marquée par l'élection de Donald Trump, dont le magazine Time a fait l'homme de l'année, la chute de Bachar al-Assad en Syrie, la poursuite de la guerre d'Ukraine, de la guerre de Gaza, la guerre au Soudan, l'instabilité au Sahel. Avec le changement de régime à Damas, un nouveau chapitre dans l'histoire du Moyen-Orient s'ouvre. Quel après pour la Syrie ? Les hésitations américaines dans les années 2010, françaises également, ne sont pas totalement étrangères à la situation. Il y a eu un vide évident de puissance occidentale en Syrie que la Russie et l'Iran ont su compenser pendant un temps. Ce temps est révolu, car si Bachar al-Assad est tombé, c'est notamment parce que Moscou et Téhéran ont cessé de le soutenir. J'aimerais avoir votre analyse aussi sur l'avenir. En particulier, est-ce qu'il faut, Thierry de Montbrial, s'inquiéter du projet de société établi à Idlib depuis 2017 par le mouvement HTC qui a pris possession de Damas la semaine dernière ? Ce projet peut-il être répliqué au niveau national ? Il y a de fait beaucoup d'incertitudes sur la nature du régime à venir en Syrie, Thierry de Montbrial. Oui, bien sûr, il y a énormément d'incertitudes. Alors, il faut rappeler que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui au Moyen-Orient, j'utilise le mot au sens très large, provient de quand 1979. L'année tournante, celle dont tout provient, c'est 1979. Pourquoi 1979 ? Parce que c'est l'année de la révolution iranienne, enfin plutôt de l'accomplissement de la révolution iranienne. Et c'est également la fin de l'année 79, l'affaire de la prise d'otage de la Mecque et également le début de la guerre d'Afghanistan, les soviétiques en Afghanistan. Alors on ne va pas faire de l'histoire, on ne va pas rentrer dans les détails, mais si on regarde les choses, on s'aperçoit que tout dérive de là. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui avec le renversement de Bachar el-Assad, c'est est-ce qu'on n'arrive pas du coup à la fin d'un cycle qui est celui de l'islamisme pur et dur, qui lui-même succédait au cycle des nationalismes d'après-guerre, des généraux prenant le pouvoir, etc., etc. Alors, si c'est le cas, qu'est-ce qui va succéder à ça ? Bon, c'est ça la question. Alors, on peut avoir une approche, comme toujours, optimiste ou une approche pessimiste. L'approche optimiste, c'est un petit peu celle que Anouar Gargash a défendue pendant cette conférence. Qui est le conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis. Qui est le conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis, mais c'est aussi une personnalité intellectuelle extrêmement connue dans le monde diplomatique. Et il a été aussi le ministre d'État des Affaires étrangères pendant de longues années. Lui, il nous a fait part d'une vision volontairement optimiste, c'est-à-dire qu'après tous ces malheurs, après les désastres du prétendu printemps arabe, etc., ça pourrait être le moment du début d'une reconstruction. Les principaux pays arabes de la région, et même l'Iran d'ailleurs, étant brusquement capable de tirer les leçons de tous ces désastres. Et on entrerait donc dans une période plutôt positive de reconstruction avec une volonté finalement de coexister ensemble. Bon, il y a évidemment d'autres scénarios. Alors effectivement, il s'est montré aussi très consensuel, Bien sûr. Estimant que ce qui était important, c'est que la région, le Moyen-Orient, au sens large du terme, prenne les choses en main. Pour analyser la situation en Syrie, il a donné 3 mots, espoir, inquiétude et opportunité. Et quand je dis très consensuel, c'est qu'il n'exclut pas l'intégration de l'Iran dans des négociations, en particulier élargie aussi à la Turquie, qui a eu un rôle évident dans la victoire actuelle à Damas, Thierry de Montbrial. Oui, alors c'est effectivement une vision très optimiste et volontariste en même temps.
les pays arabes, les pays du Golfe ont une certaine crédibilité parce que d'abord ils ont pas mal évolué eux-mêmes ces dernières années avec les accords d'Abraham, etc. En tout cas certains d'entre eux, et ils ont également les moyens. Ils ont les moyens de contribuer effectivement à la reconstruction au sens large. Maintenant, la question quelle va être la politique de l'Iran après les coups qu'elle a reçus et son affaiblissement qui est considérable depuis la guerre qui a débuté le 7 octobre 2023. C'est le point de départ de ce point de vue-là. Alors, il y a donc la question de la politique de l'Iran, mais également la Turquie, parce que la Turquie est ambitieuse. Et la politique que certains appellent néo-ottomane d'Erdogan, ce n'est pas une politique d'enfant de cœur. Vous avez parlé des nouveaux dirigeants de la Syrie, ce sont encore moins des enfants de cœur. J'ai du mal à imaginer le nouveau régime se convertissant brusquement en des bisounours, si vous voulez. Donc, il y a des scénarios plus sombres, et l'un d'entre eux serait que l'adurcissement des rapports entre la Syrie et entre l'Iran et Israël, et naturellement la politique de Trump derrière tout ça. On pourrait imaginer, par exemple, que Israël se décide, avec le soutien de Trump, à en finir avec les armes nucléaires, avec les installations, les facilités nucléaires iraniennes. C'est un scénario envisageable. Thierry de Montbrial, est-ce que vous partagez l'opinion de certains qui estiment que la chute de Bachar al-Assad en Syrie est une victoire d'Israël sur l'Iran ? Je dirais plutôt que c'est la conséquence de la victoire d'Israël sur l'Iran. Parce que l'Iran est extrêmement affaibli, a été extrêmement affaibli par les coups portés par Israël sur le Hezbollah, naturellement aussi sur le Hamas. Et on a vu que les tentatives iraniennes pour impressionner les Israéliens après les premiers coups reçus par eux ont été plutôt des coups d'épée dans l'eau. Moi, je trouve que ce que les répliques iraniennes sur Israël ont montré, ce n'est pas la force, c'est la faiblesse de l'Iran. Alors donc il y a tout cet aspect des choses. L'autre aspect des choses, évidemment, c'est le fait que la Russie est obligée de concentrer ses forces sur l'Ukraine et par conséquent de se dégarnir de ses autres fronts, en particulier vis-à-vis de la Syrie. Alors on reviendra plus tard sur la Russie et sur l'Ukraine. Je souhaiterais qu'on reste un peu axé sur le Moyen-Orient avec la Syrie. Là encore, M. Gargash, Anouar Gargash, qui est donc le conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis, a estimé que l'acteur clé dans la région, ce sont les États-Unis. Est-ce que, d'après vous, Donald Trump peut avoir de l'influence sur Benyamin Netanyahou? Ce qu'on craint, en tout cas, l'entrée en fonction de Donald Trump n'interviendra que le 20 janvier prochain. On a évoqué des scénarios positifs, d'autres négatifs. Est-ce que quelque chose pourrait se passer d'ici au 20 janvier en provenance d'Israël, Thierry de Montbrial ? C'est très difficile de faire des prévisions de ce genre. Ce qu'on peut dire, cependant, c'est que Trump et Netanyahou sont des personnalités extrêmement fortes qui, à certains égards, se ressemblent. Et il y a un autre participant éminent de cette World Policy Conference qui me faisait remarquer que Netanyahou lui-même ressemble à certains égards à Trump. C'est-à-dire qu'il est très fort, c'est une personnalité très forte, mais qui est capable de se renier, de changer d'avis très, très facilement. Alors,
Je mentionnais à un moment que Netanyahou avait expliqué que la mainmise d'Israël sur le Golan, sur le plateau du Golan, devait être définitive. Et la personne dont je parle me disait, après, il m'a dit oui, mais il a déjà au moins 2 fois, dans des déclarations antérieures, dit le contraire. Par conséquent, il y a aussi une certaine réversibilité chez Netanyahou, comme il y en a une chez Trump. Donc, à partir de là, vous pouvez envisager toutes les combinaisons possibles, y compris le fait qu'ils s'entendent tous les deux sur quelque chose. La question, c'est quel pourrait être l'argument de Trump qui convaincrait véritablement Netanyahou, et ceci face aux réalités, c'est-à-dire face à ce que pourraient accepter les Iraniens eux-mêmes. Vous voyez, on peut envisager beaucoup de choses, et c'est peut-être ça qu'on peut dire de mieux sur cette question. On peut dire que le jeu est extrêmement ouvert, précisément parce qu'il y a des personnalités fortes. Là, je parle de Trump et de Netanyahou. Donc le jeu est ouvert, et de toute façon, ça conduira à une situation nouvelle. C'est-à-dire, on peut effectivement conclure là-dessus qu'il y aura dans les mois qui viennent une situation nouvelle. On appelle ça une bifurcation, c'est-à-dire que là, on se trouve dans une situation, ce ne sera pas la continuation molle ou confuse de ce qu'on a connu ces dernières années, il y aura quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, ça peut pencher vers une situation qui ira peut-être vers un règlement optimiste ou une amélioration globale de la situation au Moyen-Orient, peut-être à l'inverse, dans une situation qui ressemblera davantage à une guerre. Une page est à écrire, en tout cas, c'est certain, au Moyen-Orient, Thierry Montbrial. Alors, Anthony Blinken était dans la région cette semaine. La question qui est posée aussi, elle a été évoquée par le conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis, c'est le rôle de l'Europe. Mais d'abord, j'ai cette question. Est-ce que la réaction immédiate sur les migrants syriens qui ne seraient pas acceptés à l'intérieur des frontières européennes, vous a choqué, Thierry de Montbrial, sur le plan de son immédiateté? Alors, d'une certaine manière, oui. Elle m'a choqué parce que moi, je suis le genre d'homme qui déteste l'hypocrisie. D'un autre côté, je m'intéresse à la politique internationale depuis suffisamment longtemps pour savoir que l'hypocrisie fait partie des relations internationales, fait partie de la politique d'ailleurs tout court. Bon. Alors, vous voyez, on nous a tellement bassinés en Europe depuis un certain temps que, étant donné les valeurs européennes, on ne pouvait pas ne pas accueillir les réfugiés, les immigrés, etc., que devant une situation qui reste quand même extrêmement ouverte, parce que le nouveau dirigeant de la Syrie, encore une fois, n'est pas un enfant de cœur, c'est le moins qu'on puisse dire, de réagir en effet aussi vite sur une situation de ce genre, eh bien ça ressemble un petit peu à de l'hypocrisie. Alors, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, et ça c'est pas nouveau, hein, tous les gens qui sont un peu réalistes le savent, c'est qu'il y a une capacité limitée pour les Européens, comme pour les Américains, comme pour tout le monde, pour recevoir des immigrés ou même des réfugiés étrangers. Voilà, la nature humaine est ainsi faite que quand il y a un afflux trop élevé d'immigrés ou de réfugiés, ben, ça finit par provoquer des réactions. C'est un fait. Alors là, effectivement, je crois qu'on aurait pu réagir, peut-être pour faire la même chose, mais d'une façon un peu moins violente, quelque part. Alors, Thierry de Montbrial, toujours à Abu Dhabi où nous nous trouvons, on a entendu que la force militaire ne valait rien s'il n'y avait pas de règlement politique. Ça vaut pour beaucoup de situations, pour beaucoup de conflits, pour beaucoup de tensions dans la région. On a évoqué l'Iran, on a évoqué Israël. J'ai cette question, est-ce que vous diriez que la question palestinienne et la question iranienne ne sont plus qu'un seul et même sujet aujourd'hui ? La question palestinienne et la question iranienne se sont entremêlées à partir du moment où la région et les Européens et d'autres
ont accepté la politique suivie par les Iraniens, en formant, consolidant, armant le Hezbollah, mais enfin également vis-à-vis du Hamas, etc., parce qu'on a laissé faire ça. Bon, si ces voies n'avaient pas été acceptées dès le début, les choses se seront développées d'une autre manière. Il faut bien voir aussi que, par exemple, vis-à-vis du Hamas, la politique israélienne a aussi été très ambiguë au début. Elle faisait partie, la stratégie, c'était aussi de diviser les uns les autres. Et d'ailleurs, les Israéliens y sont parvenus avec un certain succès. Donc, on est arrivé au fil des ans à une situation où, en effet, la stratégie palestinienne de l'Iran a pris le devant par rapport aux autres considérations. Alors cette phase-là, oui, je crois qu'on peut dire qu'elle est terminée. Alors Thierry de Montbrial, partout dans le monde, chaque société ou gouvernement tente de comprendre l'impact que va avoir la victoire de Donald Trump. Son retour à la Maison-Blanche est largement susceptible de bouleverser des équilibres mondiaux déjà bien fragiles, on l'a évoqué et on continue. Alors on insiste sur le côté disruptif de Donald Trump. On expliquait qu'il y aura une grande différence entre le Trump 1-0 et le Trump 2-0. C'est Kevin McCarthy, qui était le 55e président de la Chambre des représentants des États-Unis, présent à Abu Dhabi à la World Policy Conference qu'il a évoqué, que cette fois-ci, Trump sait davantage ce qu'il veut et qu'il sera bien meilleur que lors de son premier mandat. Est-ce que vous êtes optimiste, Thierry de Montbrial? Et Trump, homme de l'année pour le magazine Time, qu'est-ce que ça vous inspire? Être l'homme de l'année pour le magazine Time, c'est pas une décoration, une fioriture, c'est une reconnaissance d'un fait qu'effectivement il a été l'homme de l'année pour cette année. Et il l'a été d'autant plus qu'il a réussi à gagner, j'ai envie de dire, presque contre tout le monde, hein, et notamment il ne s'en prive pas. Il ne se prive pas de le dire contre les médias, toutes sortes les différentes composantes de l'establishment, etc. Et puis surtout, sa grande victoire, c'est d'avoir c'est d'avoir gagné ces élections d'une manière, on va dire, extrêmement nette. Vous avez été surpris? Écoutez, oui et non. Je crois que j'avais compris depuis un certain temps que le mouvement, les forces derrière Trump étaient beaucoup plus fortes qu'on ne le disait. Et pour tout vous dire, je le comprenais beaucoup plus par des témoignages tout à fait extérieurs au milieu des politologues. Parce que l'establishment, encore une fois, refusait de voir la réalité. On a été quand même très largement enfumé par les témoignages, analyses un peu de complaisance sur Kamala Harris qui, en réalité, pendant son mandat de vice-présidente, a brillé par une certaine forme d'absence, en fait. Bon. Donc, effectivement, un côté de moi-même se rendait compte que le phénomène Trump était beaucoup plus profond que ce que l'on disait, mais de l'autre, j'étais bien obligé aussi de dire, enfin, tous ces sondages cohérents, 2-3 jours avant, on disait encore que les résultats étaient indécis, que ça pouvait pencher d'un côté comme de l'autre, etc. Et sur ce, de voir l'écart énorme des résultats, eh bien, c'est forcément surprenant. Et voilà, mais là, c'est ensuite plutôt le procès des instituts de sondage, etc., qu'il faudrait également faire. Mais en tout cas, on a une situation, et comme vous le disiez juste avant, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Trump 2 a appris de Trump 1 et est-ce qu'il peut s'améliorer tout en restant dans sa direction, parce qu'on ne change pas, comme dit l'autre, les rayures du zèbre. Donc le zèbre, il est toujours le même, Trump. Alors,
Je crois d'abord qu'on peut dire tout ce qu'on voudra, mais Trump est un homme très intelligent. Vous comprenez, dire que Trump est un idiot, etc., c'est absurde. Bien sûr que Trump est très intelligent. Trump, un homme intelligent. On poursuivra Thierry de Montbrial dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve après le journal. À tout de suite. Voilà. Nous sommes à Abu Dhabi où se tient ce week-end la World Policy Conference. Notre invité est Thierry de Montbrial, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, fondateur et président de l'Institut français des relations internationales, également fondateur et président de la World Policy Conference. Thierry de Montbrial, je vous ai interrompu pour laisser la place au journal. Nous évoquions le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump le 20 janvier prochain. Un retour qui est largement susceptible de bouleverser des équilibres mondiaux déjà bien fragiles. Alors on nous dit beaucoup qu'il y aura une grande différence entre le Trump 1.0 et le Trump 2.0. J'aimerais avoir votre avis. Naturellement, un jugement sur cette question est forcément très subjectif. Mais la chose que je disais, c'est d'abord que c'est un homme intelligent. Je crois que de ne pas reconnaître ce fait serait absurde. Il a également une capacité à donner des coups à ses adversaires qui, de leur côté, ne manquent pas une occasion de lui envoyer des flèches. Mais finalement, on voit bien que dans ces jeux de flèches, c'est plutôt lui qui gagne d'une manière générale. Il a également un très grand sens de la communication, une force herculéenne à certains égards. Donc c'est un homme qui a énormément de qualités tout à fait inhabituelles. Il faut prendre acte de ça. Bien. Alors, l'autre chose, c'est que pour Trump 1, tout le monde reconnaît aujourd'hui et lui-même qu'il n'était pas du tout préparé. Il ne pensait pas gagner. Donc effectivement, il ne pensait pas gagner. Il pensait à bien s'amuser, si je puis dire, dans la campagne, mais il ne pensait pas gagner. Donc il n'était pas prêt à gouverner. Bon, là, il semble que le travail préparatoire ait été beaucoup plus approfondi. Il me semble d'ailleurs que depuis sa victoire, il se comporte d'une manière assez prudente. Il ne dit pas n'importe quoi. Il est assez habile. Et il y a donc pas mal de signes qui suggéraient qu'en effet, il est possible qu'il soit beaucoup plus cohérent dans son nouveau mandat que dans l'ancien. Puis j'ajouterais ceci, cette fois-ci, ce qui est clair, c'est que c'est la dernière fois qu'il sera président des États-Unis. Or, quand quelqu'un a réussi à un exploit pareil, contre toutes les attentes, donc il est déjà rentré dans l'histoire des États-Unis à certains égards, bon, il va en sortir par le haut, c'est-à-dire qu'il a envie de faire quelque chose, semble-t-il. Donc peut-être qu'il s'attachera en effet à réussir quelque chose au pluriel, à la fois sur le plan domestique, bien entendu. Il a des convictions très fortes, il est très soutenu tout de même par les milieux d'affaires. C'est un point très important. Et il cherchera et certainement à réussir 2 ou 3 coups dans son style, hein, bien sûr, sur le plan international. Donc je crois qu'il faut lui faire au moins ce crédit et ne pas le condamner d'avance, comme le font beaucoup de gens qui se sont déjà lourdement trompés à son égard. Alors, réussir, c'est évident. Prudent, je ne sais pas. En tout cas, durant la campagne, Donald Trump a promis de régler la question de l'Ukraine en 24 heures. Est-ce que, Thierry de Montbrial, vous avez espoir que Trump soit en position, alors, de force ou faiblesse finalement par rapport à Poutine sur l'Ukraine? Quand je dis faiblesse, c'est aussi que ce besoin qu'aura Donald Trump d'absolument réussir, notamment pour en tirer les bénéfices sur le plan intérieur, le met peut-être en position de faiblesse par rapport à Vladimir Poutine, je ne sais pas. Est-ce que la guerre touche à sa fin, Thierry de Montbrial? Personnellement, je n'utiliserai pas ces expressions force ou faiblesse. La force des États-Unis est incomparablement supérieure à celle de la Russie.
La question, c'est est-ce qu'il peut y avoir un terrain d'entente entre les deux qui soit de leurs intérêts communs à eux deux, où chacun gagne quelque chose. Je pense que Trump, je dis ça parce qu'il l'a dit suffisamment souvent, Trump pense d'une manière générale que la guerre est un échec. Bon. Donc il veut effectivement, dans toute la mesure possible, mettre un terme à cette guerre ou favoriser la conclusion de cette guerre, comme au Moyen-Orient, dont nous avons parlé précédemment. Mais est-ce que arriver à un compromis sur une guerre, c'est forcément la victoire de l'un par rapport à l'autre? Est-ce que la poursuite de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec des centaines de milliers de morts qui continueraient de s'ajouter, des dévastations supplémentaires qui continueraient de s'ajouter, est-ce que ce serait pour le bien de l'Ukraine, par exemple, si l'on fait l'hypothèse que beaucoup de gens aujourd'hui font, que de toute façon la Russie ne perdra pas cette guerre. C'est aussi cela. Beaucoup de commentateurs ont pensé au début de cette guerre que qu'il fallait battre la Russie, que la Russie perdrait la guerre, etc. Bon, il y a des gens dont je fais partie au début qui n'ont jamais pensé que la Russie perdrait la guerre, au sens serait refoulée en dehors de l'Ukraine, etc., etc. Donc, au bout du compte, il y a toujours un jugement que l'on doit porter, une appréciation de la situation. Bon, il y a tout de même maintenant un nombre croissant de gens qui pensent que d'arrêter cette guerre et de trouver par conséquent un compromis dans laquelle chacune des deux parties perdra sur quelque chose, mais gagnera aussi sur quelque chose, c'est probablement la solution la plus souhaitable, à la fois pour les principaux protagonistes, mais aussi pour le reste du monde, en particulier pour l'Europe à cet égard. Voilà. Donc, effectivement, bien sûr que personne ne mettra un terme en 24 heures. D'ailleurs, je crois que là-dessus, il ne se prend pas très au sérieux lui-même. Ça fait partie de sa manière de parler. Je crois qu'il a suffisamment de sens de l'humour. Vous parlez de Donald Trump. Oui, Donald Trump. Quand on réglera ça en 24 heures, c'est une manière de parler, bien entendu. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Mais il est assez vraisemblable qu'il va chercher à trouver un terrain d'entente. Ce compromis, justement, entre Russie et Ukraine, vous le voyez comment? Et on va parler aussi de l'Europe. Les Européens craignent beaucoup de ne pas faire partie des négociations, Thierry Montbrial. Alors, le compromis, c'est d'ailleurs ce qu'on pouvait dire dès le début, hein, c'est-à-dire qu'il y aura un aspect territorial, nécessairement. Et alors ensuite, il peut y avoir divers habillages diplomatiques. On peut reconnaître de facto une partition territoriale, c'est-à-dire reconnaître... Donbass, pertes et profits pour l'Ukraine ? Reconnaître de facto l'annexion des 4 oblasts du Donbass, de la région du Donbass élargie, et naturellement la Crimée. Mais vous remarquerez que c'était, en fait, en ce qui concerne la Crimée, c'était encore une fois de facto, pas de jure, mais de facto, la situation dans laquelle on s'était trouvé après l'annexion de la Crimée en 2014. Bon. Alors, mais ça ne veut pas nécessairement dire, je répète, le reconnaître d'un point de vue juridique. Je rappelle, il faut rappeler à nos auditeurs que l'Union soviétique avait annexé en 1944 les pays baltes et la Moldavie, et que la communauté internationale, entre guillemets, enfin des pays, en tout cas les pays libres, entre guillemets, n'avaient jamais reconnu cette annexion. Les Occidentaux n'ont jamais reconnu l'annexion de la Moldavie et des pays baltes. Et ça ne nous a pas empêché de traiter avec l'URSS, et d'ailleurs de le faire de telle manière que la plupart des gens, même spécialistes en relations internationales, avaient complètement oublié le fait que cette annexion, ces annexions n'avaient jamais été reconnues. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Bon, alors je pense que l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'on se dirige vers une partition de fait, FAIT, et non pas de droit,
de facto. Et à ce moment-là, l'Ukraine, le nouveau territoire de l'Ukraine serait ce qui reste après ces amputations. Voilà. Et là, on pourrait commencer effectivement à discuter des garanties de sécurité pour l'Ukraine, la reconstruction de l'Ukraine, etc. Mais tout ça prendra évidemment du temps. De notoriété publique que les États-Unis ne sont pas particulièrement favorables en tout cas Trump, à l'entrée de l'Ukraine, même dans la nouvelle configuration, dans l'OTAN. Voyez-vous? Alors ça, c'était un sujet que nous traînons derrière nous depuis fort longtemps. Tout ça prendra, de toute façon, ce sont des négociations, un processus diplomatique qui prendra beaucoup de temps. Ce ne sera que le début du processus. Thierry Montbrial, est-ce que les Européens vous semblent préparés au choc Trump et en particulier, est-ce que l'idée que les Européens doivent prendre leur sécurité en main vous semble avoir fait son chemin? Est-ce que la prise de conscience est là et les moyens également? Alors, avant de répondre à cette question, les deux sont liés. D'ailleurs, un petit mot complémentaire sur la question précédente, parce que je n'y ai pas répondu. C'est est-ce que vous disiez, les Européens n'ont pas peur d'être un peu exclus des processus de négociation sur l'Ukraine? Alors c'est effectivement une question importante, mais vous savez, on n'a pas entendu Trump et aujourd'hui pour que les ministères des Affaires étrangères se préoccupent de cette question. En fait, ils le font depuis plusieurs mois. Donc il est clair que, bien sûr, les principaux pays européens, et en particulier la France, se préoccupent de cette situation. Or, ils seront importants, en effet, parce que nous contribuerons de toute façon à la reconstruction de l'Ukraine et aux garanties de sécurité le moment venu. Donc, nous devons, d'une manière ou d'une autre, être associés aux négociations. Maintenant, pour les grands aspects des accords qui sortiront de tout cela, ce n'est pas nous qui serons les acteurs principaux. Alors que nous sommes directement concernés. Enfin, nous sommes directement concernés, mais à des degrés variables, voyez-vous, parce que si vous regardez l'histoire de l'Europe, vous reconnaîtrez quand même que la question ukrainienne n'a jamais été au cœur du destin de la France. Elle est beaucoup plus au cœur du destin de la Pologne, bien évidemment, ou même de l'Allemagne, mais pas de la France. Et ça me conduit à la question suivante. C'est que quand on parle de la défense de l'Europe, la question qu'il faut poser tout de suite, quels sont les intérêts de l'Europe qui sont vraiment partagés par les Européens? C'est quoi la défense de l'Europe? On parle souvent de l'Europe comme si l'Europe constituait un État. Mais l'Europe ne constitue pas un État. Les intérêts de la Pologne et les intérêts de la France ne sont pas exactement les mêmes. Et même les intérêts de la France et les intérêts de l'Allemagne ne sont pas exactement les mêmes. Donc, on parle de ces questions d'une manière vague parce que, effectivement, il y a des sujets embarrassants auxquels la plupart des commentateurs ou hommes politiques ne sont pas préparés à répondre. Mais il est parfaitement clair que sur la question de l'Ukraine, par exemple, le destin de la Pologne est engagé. Historiquement, c'est de la géographie, c'est de la géopolitique au sens propre, hein, c'est de l'histoire et de la géographie, alors que, à ma connaissance, le destin de la France ne s'est jamais joué sur l'Ukraine. Alors, le temps court et oui. Voilà, il faut quelques mots sur la Pologne. Thierry Montbrial, qui prendra la présidence de l'Union européenne en janvier prochain. C'est à elle que reviendra la tâche de tenter de nouer des relations avec Donald Trump. Quel rôle voyez-vous pour la Pologne alors que la France et l'Allemagne sont minées par l'instabilité politique? Eh bien, d'abord, on est tous minés tour à tour par la stabilité politique. La situation en Allemagne n'est pas particulièrement brillante non plus, y compris d'ailleurs sur le plan économique. Et notez au passage que la situation économique de nos différents pays
s'explique aussi en grande partie, en tout cas en partie, par la guerre d'Ukraine, il ne faut pas l'oublier non plus. On voit également que les positions clés dans la nouvelle Commission européenne, en ce qui concerne les questions de défense et de sécurité, ont été attribuées à des personnes qui viennent des pays qu'on appelait de l'Est, en particulier aux pays baltes. Et ensuite, nous avons la présidence hongroise, ensuite on aura la présidence polonaise, ce qui veut dire qu'au sein de la Commission européenne ou des institutions européennes, c'est le point de vue des pays du nord-est qui vont avoir qui va dominer. Je pense que ceci peut conduire aussi à des tensions, parce que la préoccupation de ces pays, et on le comprend, ce n'est pas du tout un jugement négatif, on comprend leur position. Si j'étais polonais, j'aurais probablement la même position que les autorités polonaises aujourd'hui. Eux ou baltes, bon, leur préoccupation, c'est de dire, ben voilà, nous sommes maintenant dans une conjoncture historique où c'est le moment, c'est peut-être notre moment, le moment d'en finir avec l'éternelle menace de la Russie. Et donc et donc, il y aura des tensions parce que la problématique d'un pays comme la France ou de l'Italie n'est pas du tout la même, indépendamment de la rhétorique ou des discours Vous avez peur d'une fuite qu'on en peut avant. faire. Je pense qu'il y aura des tensions et n'oublions pas non plus, encore une fois, que quand on parle de défense, quand on parle de sécurité, quand on parle de politique étrangère, ça coûte cher. Si nous voulons vraiment peser dans ces questions, comme dans d'autres, il faut avoir les moyens de l'action. C'est pas la politique étrangère, ce n'est pas simplement une question de discours. C'était dans ma question d'ailleurs, oui, ouais. Absolument, avec Ursula von der Leyen qui estime à 500 milliards d'euros sur 10 ans pour l'Union européenne pour faire face à ses besoins en matière de défense. Alors si la montée d'une défense européenne est une priorité, effectivement, les moyens vont largement manquer. D'autant plus, je le répète, que défense européenne, de quoi parlons-nous exactement ? Quels sont les intérêts communs? Quand on parle de défense, il s'agit de défendre quelque chose. Bon, c'est-à-dire, pourquoi sommes-nous prêts à donner notre vie? Pourquoi sommes-nous prêts à multiplier par 2 ou par 3 les impôts et dégager ainsi des ressources qui vont permettre de fabriquer les armements, etc., etc., etc. Nous sommes en démocratie, dans des pays démocratiques, les citoyens ont besoin de comprendre pourquoi on fait ceci ou cela. Alors, je crois que Ursula von der Leyen, dans ces domaines, et je me permets de le dire comme je le pense, est un peu légère. Thierry de Montbrial, l'impuissance de l'Europe vous inquiète? L'impuissance de l'Europe m'inquiète parce que depuis la chute de l'Union soviétique, en réalité ça remonte donc à plus de 30 ans maintenant, depuis la chute de l'Union soviétique, nous prenons des mesures sans réfléchir à leurs conséquences. La plus visible d'entre elles, ce sont les élargissements successifs. L'Europe a quasiment doublé de volume et on intègre des pays sans se rendre compte, ou on s'engage à intégrer des pays sans se rendre compte des conséquences que cela va avoir sur l'équilibre même de la construction. Alors mon souci, il est là, parce que je suis profondément européen dans le sens où je crois que s'il n'y a pas une forme de construction européenne, chacun de nos pays pris isolément n'est pas capable d'occuper une place significative dans le concert mondial. Mais je pense aussi que si on construit n'importe comment et on prend des engagements à la légère, ça a toutes les chances d'aboutir à un fiasco parce que la construction se trouvera complètement déséquilibrée et c'est comme dans la construction des bâtiments, il y a un moment où ça s'écroule. Mais d'ailleurs, cet élargissement, les pays concernés
par un élargissement futur ne sont plus très dupes. On a entendu un représentant de Serbie ne guère se faire d'illusions sur l'entrée de la Serbie dans l'Union européenne, mettant en doute par ailleurs celle de l'Ukraine dans un avenir proche. Malheureusement, on n'a pas le temps cette fois-ci de développer, Thierry de Montbrial, mais on a fait, je pense, un bon tour des grands sujets de politique internationale et qui nous préoccupent. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que nous étions donc à Abu Dhabi où se tient ce week-end la World Policy Conference.